Les Turcs éliront le 24 juin prochain leur président de la République. Mais l'opposition à Recep Tayyip Erdogan préfère mener sa campagne dans la rue et les parcs du pays, comme les personnes qu'on voit dans ces images. Notre observatrice vit à Ankara et elle participe à ces campagnes en extérieur. Comme beaucoup de Turcs, elle s'estime complètement oubliée des principaux médias, acquis selon elle à la cause du président. Ce mouvement a débuté sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Tamam, qui veut dire « assez, ça suffit » envers la politique du gouvernement. Puis un autre mot-clé a émergé, Kapat Gitsin, c'est-à-dire « fermons les médias ». Le message a beaucoup circulé dans les groupes WhatsApp notamment. Les gens ont commencé à dire « nous éteignons notre télévision ». Et ensuite, il a commencé à y avoir des appels pour se réunir dans les parcs. Le mot-clé hashtag fermons les médias a été partagé environ 90 000 fois. Certains internautes ont même pris des photos de leur téléviseur éteint et les ont partagées sur les réseaux sociaux. On s'est ensuite retrouvés dans les parcs, on a créé nos assemblées populaires. Depuis la tentative ratée de coup d'État du 15 juillet 2016, 150 médias ont été fermés et 120 journalistes emprisonnés en Turquie. Difficile de trouver des médias libres et certaines actualités sont même occultées. En Turquie, il reste encore quelques journaux comme Birgün et Vrensel, Cumhuriyet qui ne sont pas appuyés par le gouvernement et qui ne sont pas soumis. Leurs correspondants nous ont d'ailleurs rejoints. Nous avons fait un forum avec eux. Récemment, Flormar, qui appartient à la société française Yves Rocher, a licencié 120 de ses ouvriers parce qu'ils étaient syndiqués. La plupart sont des femmes. Aujourd'hui, elles sont en résistance, mais les médias n'en parlent pas. Nous avons appelé au boycott de Flormar, créé une assemblée populaire là-bas et diffusé la voix des ouvriers. En vrai, nous combattons le régime d'un seul homme. Nothing new from my side. I'm just counting days. Cet homme s'appelle Hassan Al-Kontar. Il est syrien et ça fait plus de 90 jours qu'il est bloqué à l'aéroport de Kuala Lumpur, en Malaisie. En 2011, alors qu'il vivait à Dubaï, il a refusé de répondre à la convocation de l'armée de Bachar al-Assad pour participer à la guerre. Il a été expulsé par les autorités émiraties fin 2017, direction la Malaisie. Et aujourd'hui, il cherche désespérément un pays qui voudrait bien l'accueillir. Je dors sur une chaise, parfois par terre. Je dors parfois seulement 1 heure ou 2. Je n'ai pas accès au duty-free. Ce sont les employés qui m'amènent à manger et du café. J'utilise les toilettes publiques pour me laver. C'est difficile. On ne peut pas s'y habituer. Je n'ai pas d'intimité. Il y a du bruit partout, nuit et jour. Mais bon, je tiens le coup. Mon histoire n'est pas une histoire personnelle, c'est une histoire générale. Depuis 2011, des centaines de milliers de Syriens sont ainsi rejetés, considérés comme indésirables. Les compagnies aériennes ne nous laissent même pas embarquer. Hassan a tenté de rejoindre des pays qui n'imposent pas de visa aux Syriens, comme l'Équateur ou le Cambodge. Dans le premier cas, il lui a été interdit de débarquer pour Quito. Dans le second, il a été expulsé dès son arrivée à Phnom Penh. La Convention de 1951 sur les réfugiés stipule que les réfugiés ou les demandeurs d'asile ne sont pas soumis à un visa. C'est une mesure d'urgence. Ces gens n'ont pas le choix. Ils sont à la recherche d'un endroit sûr. C'est difficile à comprendre. Un gars comme moi qui passe ses journées sur une chaise, qui cherche de l'aide, mais personne ne lui en donne. Même les gens qui veulent bien m'aider n'ont aucun pouvoir. Ils ne peuvent pas grand-chose pour moi. Je ne peux que rire de ma situation, car je n'ai pas d'autre choix. Raison d'espérer pour Hassan, un comité de soutien s'est formé au Canada et a lancé une pétition en ligne pour que le gouvernement canadien lui accorde l'asile. Dans cette pièce de théâtre, les acteurs sont des demandeurs d'asile qui jouent leur propre rôle. Noureldin Moussa est originaire du Darfour et il fait partie des 40 000 Soudanais et Érythréens qui vivent aujourd'hui en Israël. Sa troupe s'appelle Holot, en référence au lieu où elle est née, un centre de détention dans le désert du Negev. Ces dernières années, des artistes y ont donné des cours de théâtre à des réfugiés. Quand on a en face de soi des gens qui ont fait 2 heures de route pour venir vous faire cours, ça vous donne le courage de vous surpasser et ça vous rend créatif. On n'a pas envie de rester un simple détenu. Ces cours nous ont libérés quelque part. Il y a eu un documentaire sur cette initiative qui a été diffusé dans le monde entier. Et ça s'appelle « Entre les frontières ». Noureldin et d'autres migrants africains ont été libérés du centre de Holot en 2015 sur décision de la Cour suprême israélienne. Aujourd'hui, la plupart des demandeurs d'asile sont dans un flou juridique. Moins de 0,1% d'entre eux ont reçu le statut de réfugié ces 9 dernières années.
Alors en attendant, la troupe a continué d'exister et joue des spectacles un peu partout en Israël, en anglais et en hébreu. Ils évoquent notamment le difficile renouvellement des visas. Next. No, holiday next week. Who's next? Renew, visa renew. Today is closed. Sorry. But I need visa. I need We visa. are on strike. Please, I need visa. Je pense que si nous n'avions pas raconté notre vécu à travers le théâtre, ces grandes manifestations contre les expulsions des demandeurs d'asile en Israël n'auraient pas eu lieu. Je pense que le théâtre a sauvé beaucoup de vies. Merci à tous nos observateurs pour leurs histoires et si vous voulez nous envoyer vos photos, vidéos, tous nos contacts mail, Facebook, WhatsApp s'affichent à l'écran. Et peut-être que le prochain observateur de France 24, ce sera vous. À bientôt.